voix des livres. Les voix des livres. Les voix des livres. Suara-suara buku. Bonjour. Encore désolé pour le verre d'oreille, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Les voix des livres, on entend des livres maintenant, et paf, il y a Disney qui se pointe le bout de son nez. Bienvenue dans notre balado Les voix des livres. Je suis Dany Le Dingue et je vous présente mes co-animatrices. Émilie, à côté de moi, photographe, podcasteuse, baladeuse, qui nous régale régulièrement dans les podcasts TechCraft, Sante, qui parle non pas de tech, mais de l'éducation et du numérique, donc il y a un peu de tech, et qui nous cause au volant dans son format Drivecast, libéré pour Pod Conduite. Bonjour Émilie. Salut Dany, et merci pour l'invitation. Ah ouais, alors c'est peut-être un peu fort la musique, je vais baisser. Toc 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 toc. Voilà, il n'y aura pas de montage parce que j'ai pas le temps. Pour nous accompagner également Shao-kun, mon petit frérot, qui nous distille de la culture dans son balado Bac à son, et qui collabore régulièrement au podcast La Garde de Nuit, consacré à l'univers de Game of Thrones. Ça va mon grand ? Ça va, bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Alors pour la petite histoire, il s'est tapé 2 heures de route sous la pluie, entre chien et loup, et même la nuit sur les petites routes du sud-ouest. Gloire à toi. C'était l'apocalypse. Oui, voilà. Tout était blanc, le sol était blanc, le ciel était blanc, les voitures étaient blanches. C'était horrible. En fait, tu veux dire que t'avais du brouillard, quoi. Oui. Non, même voilà. Pas besoin de brouillard quand t'as de la pluie. En tout cas, merci Bad Geek, qu'on aime de toutes nos forces, cette association, et à son équipe de bénévoles qui nous permettent de traiter aujourd'hui un sujet très niche de manga qui n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Donc, alors, on est dans un superbe endroit cosy, et ce devant une chouette communauté en live sur Twitch. Salut les zouzous! Il y a mon Clégo, il y a ma bibounette, il y a mon bibou. Il y a du monde aussi aujourd'hui. Donc, je vois le petit retour, alors c'est génial. Et coucou Camille. Coucou Camille. Ouais, Tocheux et Camille. Coucou à vous. Coucou à vous tous. Alors, donc, chers auditouristes, chez nous, on joli, dit ça. Ouais, auditouristes, parce que vous êtes des touristes de l'audio, et nous aussi on est des touristes du podcast. Alors, donc, on va aborder un sujet très particulier que j'adore et que j'ai demandé à mes petits amours là qui sont ici présents de creuser avec moi. Je vais donner un titre, c'est peut-être pas le meilleur titre, c'est les Post-Apo Girls. Alors ça fait un petit peu tendancieux, mais je vous assure, ça ne le sera pas. Alors nous allons vous présenter 3 œuvres principales dans la première partie, pour ensuite, dans une deuxième partie, discuter du genre du récit post-apocalyptique dans un angle féminin, pour peut-être sortir des ornières laissées par de bondissants bolides hérissés de pointes de fer rouillées. Vous avez vu, c'est écrit, hein. C'est dur à dire. Alors on se lance tout d'abord avec Émilie pour un podcast appétissant. Appétissant, oui. Pourquoi tu voulais qu'on mange les livres Non, mais ils vont comprendre pourquoi. Ok. Bon, allez, trêve de présenterie. Alors pour commencer, moi je ne suis pas du tout habituellement lectrice de manga, et je suis plutôt une habituée du roman. Alors j'ai bien lu quelques mangas, quelques tomes, mais plutôt ce sont des souvenirs d'adaptation de manga à la télévision, et ça c'était dans mon enfance. Je crois que la seule grosse série en manga que j'ai lue en anglais c'était Ranma 1/2, et je crois qu'il y a eu Gum aussi. Ah oui. Moi j'aimais bien. Hein. C'est post-apo. C'est post-apo. C'est une fille. Oui, mais on aurait pu en parler, ouais. C'est vrai. Bref, alors j'espère que vous serez indulgents et indulgentes avec moi si je rate des choses. Alors, Dany a choisi pour moi une série en 4 tomes dont le nom est The Common Bread. Vous les avez ici devant. Elle a été créée par Mujiya, et l'édition que j'ai eue entre les mains a été éditée chez Dupuis Vega. Elle est publiée en 2019 au Japon et en 2023 en France. Et si vous voulez les acquérir, chaque tome vous coûtera la modique somme de 8,35 €. Nous voilà au téléachat. Il y a de l'occasion aussi. Il y a de l'occasion aussi. Et des médiathèques peut-être. Et les médiathèques, oui. Alors par quoi je commence ? Le pitch, l'auteur. Bon, rapidement, on va parler de Mujiya. C'est un sujet qui va être assez rapide à traiter. Il y a peu d'informations qui sont accessibles sur cet auteur. Moi, vraiment, j'ai quasiment rien trouvé sur lui. Alors, pour une novice, je
pourrais juste vous dire qu'il est en activité depuis 2010 comme illustrateur et comme mangaka. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres choses sur lui. Non. Non. Alors, si vous allez voir son espace Blogspot, on retrouve de très nombreux personnages féminins. Et le style n'est pas du tout celui qu'il utilise dans le manga. Alors, je vais essayer de vous faire un petit pitch de la série, malgré Rémi qui nous fait Merci Rémi. de Merci la circulation de manga. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de The Common Bread ? L'humanité a bien changé depuis de nombreuses années. Pour s'alimenter, toute la population consomme le Common Bread. C'est le seul aliment existant et aliment distribué et autorisé par l'Église. Page suivante. On tourne. Haruka est une fouilleuse des ruines qui a déjà goûté d'autres aliments. Un autre aliment. Et à travers ses recherches de vieux matériel à réutiliser, je vous rappelle qu'elle est fouilleuse de ruines, elle espère toujours trouver l'objet de ses convoitises. Donc à l'écran, vous avez une planche qui est au début du premier tome. Alors, dans la série, nous suivons Haruka, donc qui est une fouilleuse de ruines. C'est assez dur à dire. C'est une jeune femme qui semble avoir un réseau de proches choisis et qui est très autonome. En tant que fouilleuse, elle part seule, elle, armée de son bâton magique. Pensez à Dragon Ball. Elle découvre très vite qu'elle est à la fois un personnage qu'elle est à la fois un personnage au grand cœur et très badass. Il ne faut pas lui casser les pieds ou se mettre en travers de son chemin sans une très bonne raison. Elle est soutenue par Lyos, sa compère, qui est une réparatrice des objets retrouvés par les fouilleurs. Et Haruka fera tôt dans le premier tome la rencontre de Sol. Sol, c'est l'incarnation d'une IA qui date d'avant la chute de l'humanité sur cette terre. Et son savoir va guider Haruka dans la quête qu'elle s'est donnée. Dans le premier tome, un autre des personnages principaux, c'est le Common Bread. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ce Common Bread, il est l'unique source d'alimentation. Et cet aliment qui a une production et une distribution assurée par l'Église, c'est uniquement dans les zones contrôlées. Et c'est également un élément de convoitise. Le Common Bread, il sert également de munition pour les armes à feu. C'est un petit peu bizarre pour un aliment. Mais bon, vous verrez bien dans le livre lorsque vous le lirez. Et vous vous doutez, on est dans un manga qu'Haruka va devoir suivre un certain périple, passer certaines épreuves, afin de pouvoir se rapprocher du but ultime de sa quête, dont je ne vais peut-être pas trop vous parler parce que je voudrais pas vous gâcher le thème du livre. Alors, je l'évoquais rapidement plus tôt, mais l'humanité semble avoir fortement régressé en nombre de personnes. Il y a de nombreuses villes ou zones qui sont maintenant abandonnées et en ruine. Certains savoirs également semblent avoir été oubliés, et c'est l'Église qui régente la vie de la population, en plus de son alimentation. Vous comprendrez, je vous l'ai dit, qu'il est strictement interdit par l'Église de s'alimenter avec autre chose que le Common Bread. Il est même également interdit de modifier ce Common Bread pour le consommer. N'allez pas vous amuser à le griller, bande de blasphémateurs. Non. Alors, le post-apo là-dedans. Oui, je reviens sur l'univers de la série. Oui, Danny, il a choisi comme thème les post-apo girls. Et qu'est-ce qu'il y a de post-apo dans le Common Bread ? La planète, elle ne semble pas avoir été particulièrement décimée. Moi, le post-apo, à la base, l'image que j'avais, c'était un petit peu Mad Max, tu vois. Mhm. Et c'est vrai, en plus, tu as parlé des machines vrombissantes, et c'est tout à fait l'image de Mad Max que j'ai. Ici, ce sont principalement des humains qui ont été décimés. Il y a des ruines qui pullulent à la surface de la planète. Et les villes, là, les quelques villes qui restent, elles semblent contrôlées toujours par l'Église. Pourtant, la paix semble y régner. Alors que dans les zones sauvages, qui sont abandonnées, elles peuvent être, celles-ci, visitées par les pillards. On a des décors qui montrent de très nombreuses constructions en décrépitude fort avancée. Et certaines images vous rappelleront peut-être des monuments connus. Alors, je ne sais pas si tu as un ami. Alors, peut-être pas. Ouais. Non, là, c'était pas ça. À vous de les reconnaître. Il y a toutefois des monstres qui occupent ces ruines et il est dangereux de s'aventurer dans celles-ci pour retrouver du matériel, sauf quand on s'appelle Haruka. Mais vous comprendrez pourquoi elle peut se le permettre. En lisant les 3 et 4e tomes. Ce monde post-apocalyptique semble relativement calme et équilibré durant toute une partie de l'histoire. Ce sont les ennemis ou simplement les opposants à Haruka qui viennent faire ressurgir la sauvagerie de ce qu'on peut attendre des univers post-apocalyptiques. Et bien sûr, quelques monstres. Les femmes ici ont une place assez forte en dehors d'Haruka. Il y a son amie réparatrice, Lyos bien sûr, mais il y a également d'autres fouilleuses et aussi des ennemis. Les femmes sont plus réfléchies, plus logiques, plus pragmatiques et plus raisonnables que les personnages masculins. Certains personnages masculins vont avoir une image, un comportement assez repoussant, et je ne vous parlerai pas du chef de l'église et de sa représentation que je
pourrait qualifier de bestial. Un peu caricatural quelque part même. Complètement caricatural. Mais pourtant, lui, c'est sa représentation physique qui est caricaturale, mais pas son attitude, Oui, c'est qui vrai. quand même va être assez réfléchie. Et c'est vraiment une opposition qu'on a chez le personnage. Bon, sinon l'univers va évoluer. Je vous dirais presque que l'on va passer du post-apo au Jardin d'Éden, mais j'en dirai pas plus. Ah ouais. Les livres abordent évidemment le thème de l'amitié, des relations entre les personnages, et je dis bien entre les personnages, de l'attachement et de tout ce qui se construit au niveau relationnel. Je pense qu'on pourrait également citer le thème de l'accomplissement de soi et de la révélation qui sont vraiment très présents. Au niveau dessin et personnages, alors je suis pas une grande connaisseuse des mangas, mais ici les dessins sont, je trouve, relativement simples, peu détaillés. Les personnages, ils me donnent souvent l'impression d'avoir été vite dessinés, esquissés. Haruka, elle, montre beaucoup plus de soins, de précision dans le détail, mais aussi vraiment quand on va présenter un personnage, qu'on va l'avoir sur une grosse planche, on va vraiment avoir du détail qui va être apporté par le dessinateur. Bon, c'est assez évident. J'avais un peu peur de retrouver des personnages féminins très sexualisés. Ici, c'est pas le cas. On a une certaine cohérence au niveau vestimentaire. Bon, c'est pas parfait. Si vous voyez les personnages masculins, ils ont une tenue qui les couvre du haut des pieds, du haut du cou jusqu'aux pieds, alors que les personnages féminins vont avoir un haut qui va se terminer en mini short et quelque chose de genre chaussures qui remonte comme des hautes cuissardes jusqu'à mi-cuisse. Bon, Mais ça va sur celui-là. ça va. Ouais. Oui. Bon, il n'est pas du tout question de sexualité dans le livre. On ne sait pas comment les gens se reproduisent. Bon, Pour une raison particulière. particulière Oui. de ce monde Voilà. très particulier. Attention. Très particulier, Ouais. oui. On sait juste qu'un fouilleur a avoué son désir ou son amour pour Haruka, qu'il a renvoyé et n'en a même pas tenu compte. Elle l'a complètement oublié. Et c'est ok. Et c'est complètement ok. Ah oui, non mais lui, c'est juste le gars qui a été conduit et qui le prend. À Voilà. part qu'il s'est fait chambrer par ses copains, c'est tout quoi. Oui. C'est le seul problème. Le consentement, c'est important, le consentement. Le consentement, tout à fait. Oui, c'est assez. Alors, pas de tout le monde, mais ça, je vous laisse lire. Ouais. Alors, mon avis là-dessus, j'ai plutôt bien aimé cette série. Ah. Il y a une partie de la fin du premier tome qui m'a un petit peu moins, du dernier tome, pardon, qui m'a un petit peu moins plu. J'ai trouvé que c'était, je vais pas en parler parce que ça va quand même gâcher le ressort, le twist qu'il y a Ouais. sur la fin. D'accord. Donc j'en parlerai pas trop, mais voilà, moi je trouve que c'était un petit peu de trop. À mon D'accord. sens, c'était Ok. pas. Mais c'était ça pas gâche utile. pas tout le plaisir. Non, En plus, non, c'est une non. série courte. Hein. Oui, on est sur 4 tomes, la série est pliée, voilà. Pour en revenir au thème de l'épisode d'aujourd'hui, sommes-nous vraiment dans les post-apo girls ? Oui, nous y sommes, mais nous y sommes avec une gentille héroïne. Elle botte des culs, et plus que ça, et elle le fait avec plaisir lorsque cela s'avère nécessaire, et elle le fait seulement dans ce cas-là. Sans agressivité, plus non, que ça. Ouais, non, ouais. elle résout une situation. Il y a besoin de résoudre une situation. Elle botte des culs, la situation est réglée, on passe à autre chose. C'est une personnage qui a un comportement très têtu, décidé, elle est entière, et j'ai beaucoup apprécié ça. Si vous avez un Danny dans votre entourage, régalez-vous avec cette série si on vous la prête. Voilà. Est-ce que Danny, tu crois que j'ai le temps de parler rapidement des 2 livres que tu nous avais partagés en plus ou pas ? Alors, rapidement, d'accord. Alors, rapidement. C'était pour Donc, du contexte ouais. dessin et... Alors, on avait Apo Sims, c'est le premier tome dont je vais vous parler. C'est La planète des marionnettes. Il a été créé par Tsutomu Nei, que je ne connaissais pas, mais qui, paraît-il, est quelqu'un de très connu. Je vous lis un rapide résumé. Sur l'astre artificiel géant Apo Sims, couvert de ruines, en plein milieu d'un exercice de marche, Ao, Biko et Essero, habitants de la poutrelle de la Macle Blanche, viennent au secours d'une fille étrange poursuivie par les soldats de l'Empire de Libedoa. Celle-ci leur confie un code et 7 projectiles capables de bouleverser le monde. Voilà le pitch. Alors, C'était pour le dessin. ouais, C'était pour le dessin. Ouais, c'est ouais. du dessin crayonné. Moi, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Ça se tire dessus, ça se tape dessus quasiment du début à la fin. C'est clair. C'est du post-apo. Le personnage féminin, il est transitoire. Honnêtement, c'est pas celui que j'ai vraiment apprécié. Mais c'était juste pour te mettre
Oui, tout un courant qui ouais. est quand même très inspiré de Moebius. Oui, Et mais- je trouvais que les deux se parlaient. Et comme Tsutsumuni est dans le game depuis très longtemps, et c'est une inspiration. Blâme. Blâme, avec Blâme, une grande œuvre. Et c'est une inspiration. Je voulais te mettre, tu sais, comme tu es pas habitué au manga, Oui. te mettre dans le bain de ce qui se fait dans ce genre-là. Ouais. Mais c'est pas dans le texte. L'autre que Oui. je t'ai prêté est beaucoup plus dans le thème. Tout à fait. C'est Mission in the Apocalypse. Alors, ce manga, il a été créé par Haruo Iwamune. Actuellement, si je dis pas de bêtises, il y a 4 tomes disponibles. Le premier est paru, celui que Rémi fait passer, en juillet 2024. Et le dernier a été publié en septembre de cette année. Ce sont les éditions Delcourt qui le publient dans la série Moonlight. Petit résumé, on est dans un monde post-apocalyptique où Saya Ishimitsu, enquêtrice provisoire pour un institut de recherche technologique, parcourt un monde dévasté pour retrouver des survivants, détruire les condamnés, décontaminer le territoire et offrir une sépulture aux personnes mortes par le mal cristallin. Et elle est accompagnée de Q, K-U, accent circonflexe, je sais pas comment on le prononce. D'accord, une créature étrange. Et elle navigue entre présent et passé à travers les ruines d'une humanité perdue. Moi, j'ai tout de suite été accroché par le personnage de Saya. J'ai été accroché par le dessin, avec beaucoup de détails, beaucoup plus que dans les autres mangas dont je vous ai parlé. Et j'ai senti l'odeur de cette ville abandonnée. J'ai senti le piment de ce ryokuri et surtout, j'ai ressenti la solitude de Saya dans ce monde. Et j'ai été très touché par l'histoire, même si dans ce premier tome, ce n'est peut-être pas encore très original. Et dans tous les cas, j'ai vraiment apprécié ce début de série. Et si je ne devais garder qu'un de ces 6 livres, ce serait sans doute Mission in the Apocalypse. Donc merci Dany pour toutes ces découvertes et peut-être qu'une prochaine fois nous parlerons d'un autre livre ou de roman. Oui. Bah, merci ma grande. Ça tombe bien. Tu as parlé de Curie. Oui. On n'a pas révélé quelques petits secrets insights du premier manga. Non. Mais le Curie est très présent dans tout ça. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Voilà. Et il est presque l'heure, il est presque midi. Donc, bon, il n'y a pas de Curie. Hein, Non, il y a Qu'est-ce qu'il y a à manger ce Alors, midi? il y a un velouté de courges, tarte au poireau, frites, houmous de pois chiches et saladine. Ça, c'est pour le côté végétarien. Et pour le côté carnivore, il y a velouté de courges également, tarte fine au duo de jambon, frites, houmous de pois chiches. Mais et saladine. toujours pas de Curie. Hein, Toujours pas de curry, non. En tout cas, on salue David Gégère qui est sur le chat du Twitch, qui est le grand patron de Galaxy Pop, hein, et puis Clara Cosmic. Donc ça fait partie des recommandations pour tout à l'heure. Salut Clara. Donc Chao, maintenant que tu nous as fait le menu de la table de podcast, tu vas nous parler donc d'un manga que je me suis dit je vais la challenger sur une œuvre qui va te toucher puisque tu nous avais parlé d'une autre œuvre dans ton Bacasson, dont on parlera très rapidement tout à l'heure si on a le temps. Et donc tu nous parles de Terrarium. Eh bien, Terrarium, c'est... je vais m'essayer à faire le titre en japonais quand même. C'est Kajitsuki Terrarium de Hirasawa Yuna. Donc Hirasawa Yuna, on va commencer d'abord par la prendre un petit peu. C'est une autrice. Elle est autrice de 3 mangas, si on comprend Terrarium. Tout d'abord, Luca, vétérinaire draconique. Alors, c'est très bien ça pour les jeunes. C'est très nickel. Pour ceux qui connaissent pas, si vous connaissez peut-être l'Atelier Sorcier, qui aura un animé en 2026. Et là, c'est la version, au lieu de la magie, c'est elle est des dragons. Donc, en fait, elle apprend à être vétérinaire pour dragons. Mais c'est pas parce que c'est pour enfants que c'est quand même quelque chose qui est c'est lisible quand même. C'est lisible, voilà. Mais ça aborde des thèmes qui sont un petit peu durs. Et choses qu'on retrouvera également chez Terrarium. C'est également l'autrice d'un one-shot autobiographique, ça c'est déjà plus rare, qui raconte sa chirurgie de réassignation sexuelle en Thaïlande. Parce que c'est une personne qui a fait une transition de genre. Ce qui, au Japon, n'est pas quelque chose de très simple. Et Terrarium, en fait, c'est un manga qui est sorti en France en 2021 et qui a été prépublié au Japon chez Comic Meteor en 2018. Traduit en France par Johan Leclerc. On le salue. Et vous pouvez l'acheter, comme je vais faire également le téléachat, vous pouvez l'acheter chez Glénat, dans le label Sensei, à 7,90 €. Ou en médiathèque et en occasion. Totalement. J'ai
pas dans ma médiathèque, je l'ai pas trouvé de ma ville. Tu peux demander, tu sais, tu t'adresses à la médiathèque. Salut Cosmicou, Ouais. notre copain médiathécaire. Puis on en a sûrement d'autres. Mhm. Il suffit de demander, voilà, Ouais. j'ai bien aimé ce manga, et puis tu le vends à la médiathèque, et peut-être qu'ils trouveront un budget pour le rapprocher. Ouais. Luca, je l'ai vu. Mais pourtant, ils n'ont pas énormément de mangas, mais Luca, ils l'ont acheté, sans que même je demande. C'est mais plus jeunesse, c'est vrai Terrarium, que, ouais. voilà. Ouais. Voilà. Donc Terrarium. Alors en fait, on est sur un titre qui mélange quand même pas mal de choses. Tout d'abord, il y a quand même des filles, au moins une fille, l'héroïne, et du post-apo. Mais il y a même plus que ça. Il y a de l'aventure, il y a de la science-fiction, un peu plus, quand je dis un peu plus pure, un peu plus conventionnel en fait. Il y a des robots tout simplement. Parce qu'en fait, c'est un univers post-apocalyptique avec présence de robots. À dire. Non, je vais pas spoiler, mais il y a beaucoup Il y a beaucoup de robots. Il y a beaucoup de robots. Voilà. Beaucoup de technologie. C'est ça. Et c'est un univers post-apocalyptique où en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé niveau apocalypse. On ne sait même pas s'il y a eu réellement une apocalypse. Ça, c'est pas un spoiler. En tout cas, il y a un effondrement, Voilà. puisqu'il y a les technologies qui marchent plus. Il y a un effondrement en fait, et il y a un effondrement dans leur univers, justement dans Terrarium, dans l'univers où ils vivent, dans leur habitat. C'est ce qu'ils appellent leur C'est habitat. clos, quoi. Hein, C'est ça clos. Ouais. Et en fait, l'effondrement, c'est juste le fait que le système qui permet à la vie de vivre dedans, voilà, c'est un peu comme si c'est pas un vaisseau spatial, mais imaginons un vaisseau spatial avec le recyclage de l'oxygène, le recyclage de tout ce qui est nourriture. Bah là, c'est pareil. L'eau. Voilà, Ouais. l'eau, pareil. Bah, c'est pareil, mais dans un univers énorme. Très, très étendu. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, et j'y pensais pas du tout. Hier, quand on a un petit peu parlé, Dany, ça peut également être un vaisseau spatial. Oui, ou un abri Voilà. suite à un apocalypse, justement, Ça. où se sont réfugiés les gens, mais Mhm. qui marche de moins en moins bien. Comme un silo. Oui, ouais, stylo, voilà. Comme dans un silo. Ouais. J'ai pas lu le livre, Mais mais, on sait pas. ça Ouais. peut être rapproché. Mais vous de- le saurez peut-être à la fin. Ah oui. Je l'ai pas Pardon. dit, c'est en 4 tomes, ouais, c'est vrai. 4 tomes. Il y a une Alors, fin. il y a une fin, oui. C'est un récit de voyage. On va suivre principalement 2 protagonistes. Donc la jeune fille, d'où la présence dans ce podcast par rapport au thème, et un robot. Un robot qui appelle son frère. Bon, ils s'appellent mutuellement petit frère, grande sœur. Et ça, vous saurez pourquoi en le lisant. Et ils poursuivent plusieurs objectifs. Ils veulent tout d'abord, la quête principale, en fait, c'est de récolter des mémoires de plusieurs robots. Donc, en fait, ils récupèrent des robots, auxquels ils récupèrent la mémoire, et cette mémoire aura, on ne le sait pas au début du titre, mais elle aura une grande conséquence sur la possibilité de faire refonctionner à nouveau le terrarium, justement, leur habitat. Et ils cherchent également la mère de l'héroïne, donc Chico, elle cherche sa maman qui avait commencé cette recherche des mémoires des robots pour pouvoir restaurer le monde. Et au fil du monde, ils en profitent, même si c'est que 4 tomes, ils en profitent aussi pour aider leurs prochains, parce que c'est un petit peu la mission, justement. Oui, ils découvrent des communautés dans Ouais. certains endroits de l'habitat qui est un peu cloisonné. Il y a comme des villes, quoi. Hein. Totalement. Et ils aident certaines personnes. C'est pas complètement vide, mais c'est quand même, il y a peu peuplé. Hein. C'est très peu peuplé, Ouais. et on va dire qu'entre les villages, il y a rien, en fait. C'est rien, et il y a même certains endroits où ils doivent passer à pied, parce qu'ils doivent principalement marcher, et où qui sont vraiment très compliqués et très difficiles d'accès. En fait, malgré son thème post-apocalyptique, parce qu'il y a eu, semble-t-il, une destruction du monde et éventuellement la destruction actuelle de l'habitat, le manga est quand même relativement léger. Je pense que l'autrice a voulu vraiment que l'histoire se développe et qu'on arrive à y rentrer très facilement, malgré les thèmes qui se complexifient vraiment au fil du temps. Et on sent vraiment que c'est la simple obsolescence de la technologie qu'on voit dans la survie, c'est un thème de fond et ça amènera beaucoup de réflexion. Je ne vais pas divulgacher l'histoire, mais on va dire que à la fin des 4 tomes, on se retrouve dans je parle endroit métaphysique, complètement différent en fait. On reste sur l'habitat, mais le thème qu'emprunte le manga est complètement différent de ce qu'on peut attendre au début en fait. D'accord. Et donc je vous invite à tester là, comme il est passé dans le public, vous avez peut-être pu
le voir un feuilleté, petit peu, voilà. Ouais. Ça, magnifique couverture. Et le manga est quand même graphiquement plutôt joli. Il y a pas mal d'utilisation de trame. Il y a des gros plans. Il y a des pages couleurs dans les mangas, ce qui est quand même pas toujours commun. Et on n'est pas sur une. C'est pas ultra figuratif, C'est mais pas très figuratif, mais ça laisse l'imagination c'est aussi. plutôt joli, ouais. C'est pareil pour tous les autres œuvres qu'on a vues avec Émilie. Ça laisse aussi une place à l'imagination. C'est juste ce qu'il faut. Ouais. Juste ce qu'il faut. Et puis aussi, on sait que l'industrie du manga, faut produire. On peut pas non plus faire à chaque fois des trucs super réalistes, ou alors il faut un studio derrière. Et les mangas que vous avez chroniqués sont des mangas quasiment d'une seule personne. C'est ça, oui. Ouais, donc souvent, pour ceux qui connaissent pas, souvent le manga, il y a un auteur ou une autrice, et il y a un studio, des assistants qui aident à faire pas mal de choses. Et là, semble-t-il, en cas sur les titres que j'ai pu avoir, c'était l'auteur ou l'autrice seulement et qui était en solo. voilà. Par exemple, pour vous dire, c'est comme Hergé quand il faisait Tintin, le fameux Edgar P. Jacobs faisait les décors, il faisait aussi les machines, il faisait tout ça pour Hergé. Donc au fur et à mesure, vous avez vu, les Tintins deviennent de plus en plus fouillés, détaillés, mais il n'était pas tout seul, Hergé. C'était un peu comme dans le manga, il y en a qui sont spécialistes des décors, et ça bosse comme des fous. Totalement. Ouais. Et parfois, on a des autrices ou auteurs qui sont seuls, quasiment, pas toujours, quand même, mais c'est super, quoi. C'est super qu'il y ait cette liberté qu'on a assez peu dans la BD franco-belge, vu voilà, ils peuvent se permettre que ça soit rentable dans le manga, mais dans la BD franco-belge, les enjeux financiers sont tellement gros que c'est rare qu'on ait ce genre de truc, sauf dans chez Exemplaires par exemple, chez qui travaille notamment Boulet, où justement ils ont cette liberté parce que c'est des petites maisons indépendantes et prennent moins de risques. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non. Non. Pour revenir sur le titre justement, malgré son thème post-apocalyptique, on est sur quand même quelque chose qui est peut-être le plus éloigné en fait. C'est peut-être le titre le plus éloigné qu'on peut présenter parce que l'apocalypse est vraiment quelque chose de lointain. Il y a éventuellement le problème d'habitat qui se dégrade, mais il y a beaucoup d'autres choses en fait. C'est vraiment une toile de fond. Il y a de l'action aussi. Hein. Il y a de l'action. C'est l'action, aventure. Ça se lit assez facilement, sans trop de problème. C'est assez complet quand même. Puis c'est que 4 tomes. On est loin des One Piece à 120 tomes, je crois. 120 oui. Tomes. Toutes les séries qu'on chronique aujourd'hui sont finies. À part celles dont on a parlé accessoirement. Oui, il faut aller un peu plus loin. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'autre que je t'ai prêté pour... J'y venir justement. Ouais. Tu m'as prêté 2 mangas. Je vais peut-être plutôt parler justement de celui qui est peut-être le plus atypique, ou c'est ça que tu voulais parler ou pas? Les promeneuses, là je t'ai prêté La fin du monde avec mon Shiba Inu, qu'on va vous passer, qui est bien aimé, mais c'est pas un récit en fait, c'est des chroniques d'une fille après l'apocalypse. Même l'apocalypse, c'est une toile de fond, donc je l'ai pas choisi comme série principale, même s'il a un énorme succès. Mais par contre, donc tu as beaucoup aimé, ça c'est sûr. J'ai beaucoup aimé ça. Et comme on est limité en temps, je vais te demander juste de parler d'un qui m'est cher, Les Promeneuses de l'Apocalypse. Je t'ai prêté que le premier tome, mais tu vas repartir avec toute la série. Et alors, Les Promeneuses de l'Apocalypse, c'est peut-être ce qui est le plus typiquement dans le thème. Exactement. C'est des jeunes filles qui, comme son titre l'indique très très bien, se promènent dans un monde apocalyptique. Un monde apocalyptique, alors que pour le moment, le premier tome est relativement cool. Enfin, c'est très contemplatif. C'est une balade en moto. Et il y a pas d'enjeu, il y a pas d'antagoniste, il y a pas de monstre, il y a pas. Voilà. Ils se promènent, ils vivent leur vie. Il y a quelques petites périls dans la série, mais c'est avant tout l'amour de l'auteur pour une moto. Et c'est ultra feel good. Ouais, c'est feel good. Alors, vous voyez que les filles sont en costume d'écolière. Oui. Ça peut nous trigger, mais il n'y a pas de sexualisation, vous inquiétez pas. Même quand il y a des scènes de bain chaud, ça va. C'est pas le truc. Je sais pas pourquoi. Il y a plusieurs mangas avec des filles en costume d'écolière à post-apo. Je sais pas pourquoi. C'est les poussifs qu'il peut y avoir de ce côté-là. Puis je pense à la culture aussi un petit peu différent. Et puis
une costume d'écolière, c'est au Japon un costume de tous les jours, donc c'est pas. Il y a quand même une association d'écolières qui a protesté, qui demandait justement une réglementation pour qu'on évite de sexualiser ce costume. Malheureusement, le mal est fait. Donc, est-ce que ça t'a plu surtout ? Donne-moi ton avis. Totalement. Terrarium. Et les promeneuses. Terrarium m'a beaucoup plu. J'avais déjà lu justement les titres que j'avais parlé de l'autrice avant. Oui. Et non, ça m'a beaucoup plu. Et Lucas, tu veux dire, t'avais déjà lu Lucas ? Ouais, Ah oui, ça c'est le hasard, je savais pas. Ma fille, c'est elle qui va acheter Lucas. C'est très mignon, franchement. Très mignon, et pareil, je vous recommande. Non, pour revenir à Terrarium, parce que c'est très bien, ça nous amène à des endroits où on ne pense pas automatiquement, niveau SF, mais c'est complet. Et c'est une jolie histoire. Et ça parle de thèmes qui sont des fois un petit peu compliqués, de guerre. Oui. Mais ça va. Oui, on sait qu'il y a eu plusieurs guerres et tout. Enfin, ce qui est bien, c'est que c'est loin de nous, même si c'est proche. Et justement. Alors, je salue Mille Sabor, Camille, qui fait un podcast avec nous chez Galaxy Pop sur la salsa. Donc, si vous aimez la musique cubaine et sud-américaine, on a un podcast qui s'appelle... je me souviens plus. Voilà. Bon, c'est comme ça. Oui, c'est beau ça. Hein. Et puis, je salue aussi Azertov, qui a faim à cause de notre truc sur le manga. Qui l'eût cru donc, merci Chao. On va continuer là. Je vais parler un peu du manga que je présente aussi très rapidement pour laisser la place un peu aux échanges sur le thème lui-même. Oui, ça va. On est bon dans le timing, les gars, les filles. Ouhou. J'en doutais pas. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur de mon étincelante camarade et de mon brillant poteau. Donc, le deuxième coup de cœur qui m'a fait fouiller ce sous-genre des filles de l'Apocalypse, parce que le premier, ça a été, là je sens qu'il y a des gens qui vont faire « Oh, c'était Escale à Yokohama ». Pas de haut, non. Oh, voilà, merci de faire semblant. C'est très bien. Non, c'est trop bien, voilà. Très très bien. Donc ça a été vraiment mon premier choc, Escale à Yokohama. Alors j'ai eu plusieurs phases dans mon appétit pour le manga. J'en suis à ma 3e. C'est-à-dire qu'après je fais des pauses. Voilà. Donc ça a commencé il y a très longtemps avec des animés sérieux comme Akira de Katsuhiro Otomo, Domu, Ronjin Z, donc que j'allais aller acheter dans la langue de Hirohito, parce qu'il n'y avait pas autre chose à se mettre sous la dent. Mother Sarah. Puis après, j'ai lu, avant de voir le dessin animé, j'ai lu Nausicaa de Hayao Miyazaki, qui est aussi un manga que je vous recommande. Il faut vraiment que vous vous jetiez dessus. Donc tout ça, c'était ma première phase. Ça me changeait de Goldorak, faut admettre. Et première phase. Et après, j'ai lâché parce qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Vous avez vraiment de la chance de nos jours. Des années plus tard, j'ai découvert par un libraire, donc merci les libraires pour leurs recommandations, j'ai découvert Jiro Taniguchi, qui a été très soutenu par Casterman en France, qui était plus connu en France qu'au Japon, mais qui est quand même une signature. Et ça a été vraiment un choc de suivre 8 promenades d'un kidam, parfois avec son chien, pas toujours, dans le vieux Tokyo, sans qu'il ne se passe un quelconque combat titanesque ni une apocalypse délirante. Et vraiment, il ne se passe rien. Et ça, c'est reposant. Donc, je venais avoir des enfants en bas âge, donc se reposer sur un manga, je m'y attendais pas. Et c'était génial. Alors, j'ai pas lu que du contemplatif par la suite, mais l'appétit était revenu. Alors, je me suis régalé, comme tout le monde, de monstres et autres garçons du 21e siècle de Naoki Urasawa, pour ceux qui savent. Des invraisemblables galipettes de Gun M, moi aussi, hein. Battle Angel Alita pour notre cher Jean Cameroun. Et après avoir écumé et revendu tout ça, ça prend de la place, des centaines de volumes, je me suis endormi et j'ai gardé un œil torve, tout de même mi-ouvert, on va dire. Et on est vite largué par l'industrie du manga. Faut admettre, même s'il y a beaucoup de très bons podcasts qui en parlent, dont certains sont là parmi nous. Voilà, c'est compliqué, mais
il y a l'opiniâtreté de beaucoup d'éditeurs indépendants qui a réussi à nous apporter des œuvres moins tapageuses et qui conviennent bien à mon crépuscule de vie. Oh, et non, oui, mais non. le contemplatif m'a rattrapé, donc bien sûr avec Yescal avec Yokohama, qui nous montre plus, qui nous raconte des moments de vie d'un androïde genre et fille, un gynoïde donc, qui regarde depuis son café perdu dans le nulle part, qui est devenu un monde qui se dépeuple et qui voit les eaux monter inexorablement à l'assaut lent de la fin. Pourquoi j'écris des phrases si longues? Non mais n'importe quoi. En plus c'est moche à dire et c'est moche à entendre. Je suis désolé. Allez, je passe à autre chose. Donc j'ai été surpris de découvrir ensuite d'autres œuvres, donc comme celles qui ont été chroniquées précédemment. Et tout particulièrement, donc, Les filles dans l'Apocalypse, un apocalypse parfois contemplatif, où il y a un peu d'action, mais pas trop. Et donc, c'est pas d'ailleurs le sel principal. Donc, j'en ai découvert plusieurs, donc ceux que vous avez chroniqués. Et après Escala Yokohama, j'ai découvert, donc en cherchant un petit peu, quelque chose qui a eu du succès, qui s'appelle Girls Last Tour, donc de Tsukumizo, pardon mon Tsukumizo, on l'appelle Tsuku entre nous, Tsukumizo Kamo, qui est sorti en 2014 et en France en 2020. Alors, ça parle de quoi? Alors, ça parle de... Ça tourne dans la salle ou pas? Oui, ça y est? Oui. Ah bon, super. Donc, ça parle de deux jeunes femmes, à peine sorties de l'adolescence, Chito et Yuri, qui se déplacent dans un monde désert et glacé, ultra urbanisé. Une sorte de ville en strates qui monte vertigineusement. Oula, dis donc... C'est compliqué. Virginie, enfin très haut. Très haut. C'est haut. Sans montrer de traces de quelconque nature que ce soit. De nature, la nature, hein, les arbres, les salades, tout ça, tout ce qu'on va manger ce midi. Elle visite des étages cyclopéens qui ne sont pas sans rappeler les œuvres de Tsutomu Nihei, dont on a parlé brièvement tout à l'heure, Blam en 1988 déjà, hein, et Apossims, donc dont on a parlé. Donc c'est des œuvres qui sont Tsutomu Nihei qui sont incompréhensibles parce que c'est voulu, c'est comme ça, c'est comme du David Lynch. On rentre ou on rentre pas. Voilà. Donc c'est comme ça et puis c'est tout. On y vient souvent pour le... Et on y revient. Puis, c'est ça qui est bien avec ces œuvres-là un peu critiques, c'est que on se pose des questions, il y a des forums, voilà, on y revient. Et là, c'est un peu pareil. Il y a une grande influence de Tsutomu Nihei sur Girls Last Tour et justement, ça parle un peu plus parce que Tsutomu ils sont assez mutiques en général ces personnages. En tout cas, on ne comprend pas trop cette ville énorme. On s'y balade et c'est un peu, ça rappelle un peu si vous voyez dans Star Wars Coruscant ou dans les œuvres c'est, je vais dire une bêtise, Asimov, oui, Trantor, donc des planètes qui sont entièrement urbanisées. Mais là, c'est après que tout le monde est disparu. Il y a eu des guerres, on retrouve des tas de traces de guerre, et donc on a ces deux petites personnes qui se baladent dans une autochenille, une espèce de petites motos avec une remorque, avec des chenilles, parce que justement, elles se baladent dans un environnement qui est détruit, donc ça passe partout, ce truc-là. Ça passe partout, ça fera au moins 5 volumes et demi, donc elles vont partout, avec ce mini-tank. Et elles sont habillées avec des casques et des vareuses qui rappellent la Seconde Guerre mondiale, c'est bizarre. Elles croisent d'ailleurs des cimetières. Ah oui, j'ai pas mis de... Oui, allez, bah, vas-y, hop là. Et donc elles croisent des cimetières d'objets guerriers, plutôt de notre passé, à nous. Hein, avec des munitions du XXe siècle, des canons gigantesques, tout ce repos pour l'éternité. Mais aussi des technologies qui indiquent un haut niveau de développement des IA indépendantes et même des IA qui se lamentent de la disparition des humains au point de réclamer la déconnexion, à savoir quasiment la mort. Alors, malgré la fraîcheur au sens propre du figuré, parce qu'on a au sens propre et au figuré, parce qu'on a tout le temps froid et très faim dans ce manga, nos héroïnes insufflent un optimisme à travers leur amitié indéfectible et puis les petites chamailleries touchantes, les petites baffes par-ci par-là. Mais c'est surtout leur parcours et leurs questions et suppositions existentielles qui restent donc la plupart du temps sans réponse, malheureusement, devant l'absurdité de ce monde. On a affaire à une œuvre crépusculaire et métaphysique. Ça fait peur, hein, comme ça, métaphysique, mais
Non, ça va, c'est juste des choses qu'on se pose à nous-mêmes, des questions. Elles sont candides, donc, et ce monde futur, c'est évidemment le reflet d'une autre et de son échec. Alors, on y croisera seulement 2 humains en 6 volumes. C'est des humains qui ont des quêtes obsessionnelles et la totalité du voyage de ces gens-là, des 4 humains qu'on va voir dans toute cette aventure, ça va nous laisser pantois et mélancoliques, un peu comme un film de David Lynch d'ailleurs, j'en reviens toujours. Mais le voyage, franchement, aura valu la peine et le plaisir de la lecture. Mais est-ce que c'est pas la définition de la vie elle-même ? Voilà. Donc voilà, vous avez vu plein d'œuvres et maintenant, avec le temps qui nous reste, on est pile poil. Que peut-être pas, non, on n'est peut-être pas pile poil. Il nous reste combien de temps, cher ami ? Alors je regarde. Normalement 20 minutes. 20 minutes, ouais. C'est ça ? À 10 minutes. 10 minutes. Donc, on va conclure sans rentrer dans d'immenses détails comme on avait prévu sur ce genre des filles dans l'apocalypse. Honnêtement, le post-apo, comme vous le disiez tous les deux au début, pour vous, c'était surtout des véhicules vrombissants, des gens qui se tapent sur la gueule, des Ken le survivant, des trucs comme ça, des Mad Max. Oui. Là, oui. Vous avez découvert une étendue de choses qui n'ont rien à voir. Clairement. Là, je vous laisse parler. Hein. Je pense que c'est pareil pour le public ou les auditeuristes. Pour vous, l'image que vous pouvez avoir sur le post-apo, c'est ce qui a été décrit. Éventuellement, on rajoute les zombies pour le côté post-apo. En gros, c'est souvent triste, gris, lugubre, voire ultra violent. Surtout ultra violent. Ultra violent, ouais. c'est ça, des combats. Et on rajoute le côté fille dans ce genre d'œuvre. L'image que la plupart d'entre vous devez avoir, c'est quelque chose qui est, en général, assez triste pour eux. Le droit des femmes, actuellement, c'est compliqué. Alors, dans un monde post-apo, c'est pas les gagnantes. Hein. C'est malheureusement pas les gagnantes. Oui, c'est géré par la testostérone. Dans les œuvres qu'on connaît. On a 2-3 œuvres qui étaient des œuvres féministes, post-apo, mais dans toute la liste qu'on a pu trouver sur Wikipédia, il devait y avoir 1% où l'héroïne était une femme et 0,5 où l'héroïne était femme et que ça se passait bien pour elle. Alors j'ai donc relevé quelque chose issu de ma mémoire et des choses que je possède et qu'on va pouvoir vous montrer. Alors j'ai ma femme qui m'appelle juste au moment où on est en live. Véro, je suis désolé, je te coupe. Alors vous vous souvenez de Furiosa, non ? Oui. Bon, là c'est une héroïne, mais écrite par un homme. Et donc qui casse des bouches à longueur de temps et qui est sexualisé un tout petit peu. Véro, s'il te plaît. Bon, là, ok. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, mais c'est... Voilà, bon. Par contre, vous avez Tank Girl en comics, donc qui est en train de tourner. Donc une héroïne complètement punk et dont a été très rapidement, au bout de 4 ans, tiré un film avec Naomi Watts, 6 ans avant Mulholland Drive. Et Tank Girl, si vous pouvez le trouver, franchement, c'est vraiment sympa. Alors, on va attaquer les films un peu plus, on va dire, rigolos. Barb Wire avec Pamela Anderson. Mais ça, c'est à éviter, ça t'a dit. À éviter, enfin, en tout cas, pour rigoler avec les copains. Oui, voilà. 1996, c'est vraiment ridicule, mais c'est un ridicule qui fait bien marrer. Très nanarland. Vous avez Cherry 2000 avec Mélanie Griffith avant l'opération, donc 1987. Donc, Cherry 2000, où elle joue une gynoïde. C'est intéressant. Il y a quelques acteurs qui voudraient faire oublier ce film-là, parce qu'ils sont dedans, des acteurs de premier plan. Et sinon, non, on vous conseille Doomsday de 2008. Vraiment très beau film britannique. Donc, chers amis, l'image biaisée, ultra sauvage versus ce manga modeste, ces mangas modestes qui sont plus dans la découverte de monde, plus dans la balade, avec un petit peu d'action de temps en temps, mais pas trop. Mais je voulais quand même... Il y a un domaine aussi où les filles dans le post-apo sont mis en avant dans la littérature. C'est lequel ?
Souvenez-vous de nos réunions, les enfants. Il nous fait des pièges comme ça. Ouais, non. La littérature young adulte. Divergente, oui, totalement. Hunger Games. Oui, totalement. Qu'est-ce que vous avez à en dire dans cette littérature? Pourquoi on met en avant des jeunes femmes en général dans ces littératures post-apo? Est-ce que tu veux dire que c'est pour que certaines lectrices puissent se reconnaître plus facilement? C'est ça que Moi, tu attends je de pense. nous? Et donc Je faire des pense. ventes. Eh oui. Je pense que c'est quand même un C'est petit peu prosaïque, voulu. mais, Ouais. voilà. Mais ça n'empêche pas que Ça n'empêche des bonnes pas. œuvres. Voilà. C'est quand même des bonnes œuvres. Ouais. Oui, En tout cas, qui permettent d'avoir une autre vision et d'autres possibles sur lesquels on puisse se projeter. une représentation Totalement. différente. Enfin, voilà. Donc on va trouver le post-apo féminin donc dans le manga, dans la littérature young adulte et beaucoup maintenant dans ce qu'on appelle hope punk Oui. ou le solar punk, qui est assez tenu par des femmes, bizarre, c'est bizarre quand même. Lisez Je vais Becky faire Schomburg. du mansplaining sexiste de vieux boomers. J'assume, je suis désolé. Je me déconstruis petit à petit, mais là, je vais vous dire, j'ai quand même l'impression que on est quand même sur vraiment quelque chose qui achoppe par rapport aux productions industrielles. Donc j'espère que Tangirl court. On va vous faire gagner non pas des mangas, parce que j'ai un de mes mangas, mais je peux en prêter, il n'y a pas de souci. On va vous faire gagner 2 livres. Alors, un livre de Solarpunk qui m'a été offert par Circé. Vous voyez, je n'ai même pas dépensé un sou. Voilà, Circé de l'Odyssée de Circé, un autre Merci, podcast. Donc, je me dépêche, je vois qu'on va bientôt finir. J'ai évoqué une œuvre très violente avec un garçon post-apocalyptique qui serait le copain de Barbie. Quelqu'un a le titre? Alors, qui a dit en premier? David? Tu vas lire Les Essaims de Chloé Chevalier, un excellent livre, petit, vraiment très très bien. Et là, Kenny Survivant, c'est vraiment le côté anti ce qu'on a présenté. C'est c'est un homme et Voilà. c'est violent. Bon. Et puis on va vous faire gagner. Alors là, un gros lot, mais j'ai pas de questions. Vous avez une question, un petit vite. Alors, on a trouvé Ken tout à l'heure, mais là, on n'a pas Ken. Est-ce que vous connaissez une autre œuvre de Filles dans l'Apocalypse, un peu Dont on n'aurait pas contemplatif. encore parlé. Clémentine, viens au micro, viens. Tu vas nous en parler vite fait. Et on a 3 minutes. Qu'est-ce que Clémentine? Alors, Clémentine, c'est l'adaptation. Arnaud. Clémentine, c'est l'adaptation en BD d'un jeu vidéo dans l'univers de Walking Dead. Ah oui. Et donc on suit l'histoire de cette jeune fille qui parcourt cet univers de Walking Dead. C'est un road trip, un peu à la manière de La Route. Ça m'a un peu fait penser à cette ambiance-là où on voit pas trop de zombies, elle est un peu toute seule avec son groupe de copains, il n'y a pas trop d'autres survivants. Donc il y a un tome qui est sorti l'année dernière, il y a le tome 2 qui est sorti cette année, il y a 1 mois ou 2 là. Et c'est vraiment, vraiment très bien pour ceux qui sont amateurs de Walking Dead. Et c'est une héroïne féminine, une adolescente. Merci à toi. Merci beaucoup. T'en vas pas. Donc tu gagnes Les Petits Monarques de Jonathan Case, qui est une BD, ça me fend le cœur, mais je voulais quelqu'un d'estimable et je pense que tu es le candidat idéal. Les Petits Monarques, donc c'est le carnet de Elvie, 10 ans, et sa gardienne Flora, qui parcourt les États-Unis post-apocalyptiques pour retrouver ses parents. Et c'est si tu pleures pas à la fin, moi je te déshérite. Tu seras plus sur moi. Et justement, entre Clémentine et ce titre, il y a un lien, en fait, il y a un lien. Clémentine entre l'œuvre Clémentine, le manga, le comics. le jeu vidéo et comics Clémentine et ce que tu as offert, entre l'héroïne, on peut retrouver des liens en fait. Oui, c'est possible. Alors je connais pas Clémentine, je connais très bien Walking Dead. J'ai même regardé Daryl Dixon et Dead City. Eh ben, si vous avez d'autres recommandations, désolé, j'ai plus de cadeaux, mais vous le ferez. On a une autre recommandation. Une autre recommandation Mais viens rapidement. pour On a nous en une parler. minute. Oui, rapidement. Yes. Tu peux peut-être te mettre silence sur le... Allez, viens à côté. Bonjour.
Lisez Yone, qui est un manga français qui a été écrit par Camille Méhu-Broutin, qui est publié chez Combo, et ça parle d'un internat de jeunes filles qui sont bloquées dans un phénomène dont on ne sait rien à part que personne ne survit après ça. Et c'est un espèce de battle royale incroyable entre elles, c'est magnifique. Elle est au scénario et à l'illustration, c'est vraiment génial. Lisez ça, c'est trop bien. Voilà. Merci. Chloé, enchantée. Merci beaucoup. La conclusion, Dany ? Eh bien, c'est le moment de la conclusion. Alors, je remercie tous les gens qui sont là, qui sont finalement nombreux. On sent les estomacs. On a eu beaucoup de monde aussi sur le chat, c'est super. Merci à tous les amis. À Cobal, oh mon Cobal, tu me manques. Pourquoi t'es pas venu? En tout cas, à tous ceux qui sont pas là, puis au replay, vous allez vous régaler. Et ça va être une tannée pour faire la description de l'épisode, hein, parce qu'il va falloir mettre beaucoup de. Non, tu fais simple, tu mets rien. Merci à vous les amis, ça a été super de travailler avec vous. Merci à Bad Geek. Et puis pensez à faire vos dons. Oui, Pour Bad n'hésitez pas. Et puis il y a Nini qui nous appelle. Nini, quand même. Véro, Nini. Tout le monde m'appelle pendant le live. C'est pas Elle veut mal. participer. Ça, c'est juste. Véronique veut participer à la voix des livres. Gros bisous et merci à tous. Bisous à Au tous. revoir. Au revoir. Galaxy Pop, c'est vachement bien. Oui, c'est Babar. J'approuve ce message. Babar approved. Moi aussi.